Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie d'Héloïse Bouilloux, avec qui nous allons parler du bien-être menstruel. Héloïse, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à tous. Merci Estelle déjà de m'accueillir pour ton podcast. Alors je suis Héloïse Bouilloux, la fondatrice de Moonly Cat. Je forme et j'accompagne les entreprises au bien-être menstruel et j'accompagne les femmes à mieux comprendre le fonctionnement de leur cycle menstruel pour en faire un atout au quotidien. Et à côté, je suis aussi la cofondatrice d'un festival écoféministe lyonnais et la présidente de l'association Ecofemina qui suit. Ok, très intéressant. Du coup, je peux commencer direct avec ma première question. Comment fonctionne le cycle menstruel ? Du coup, le cycle menstruel est un ensemble de réactions physiologiques de la personne menstruée qui prépare l'organisme à une potentielle fécondation. Donc, il dure de la puberté à peu près des 12 ans, à peu près, à la ménopause jusqu'à 50 ans environ. Ça dépend de chaque personne menstruée. Et ça dure environ 38 ans. On a à peu près 38 années d'années menstruées, d'avoir ces règles. Et il y a donc deux phases principales. Donc la phase folliculaire, qui est la première partie du cycle, donc du premier jour du cycle, donc à peu près au démarrage des règles jusqu'à l'ovulation, qui là va permettre de préparer le corps à l'ovulation, donc avec notamment la maturation de l'ovocyte gagnant, préparer la propagation de l'endomètre qui va permettre d'être la tapisserie, on va dire, de l'utérus pour accueillir le potentiel embryon. Et donc ça, c'est la première partie du cycle. Et là, ça va être principalement boosté par les oestrogènes, qui sont des hormones dynamisantes et qui sont un peu la pédale d'accélérateur du cycle menstruel. Et donc voilà. Et ensuite, vous avez la deuxième partie du cycle qui est plus sur à partir, donc c'est la phase lutéale. Et donc là, on appelle ça la phase lutéale. Et c'est donc de l'ovulation jusqu'à la veille des prochaines règles. Et là, c'est le corps qui prépare du coup le nid. On parle de la nidation, du potentiel embryon, donc engorgeur de sang et de nutriments, l'endomètre, et pour, on va dire, décorer la chambre du potentiel embryon après avoir fait la tapisserie. Et donc voilà. Et donc c'est une phase principalement sous l'effet de la progestérone, l'hormone de la progestérone, qui est une hormone qui apaise, qui apporte sérénité et qui détend les muscles. Et donc ça invite le corps à ralentir. Et c'est un peu la pédale de freinage du cycle menstruel. Et voilà. Et donc, du coup, le cycle menstruel, il dure en moyenne 29 jours et demi, mais ça dépend de chaque personne menstruée. Ça peut être entre 25 et 35 jours suivant les personnes menstruées. Et après, on peut dire, dans les phases d'énergie, on peut dire qu'il y a d'autres... on parle souvent de ces deux phases principales, donc folliculaire et lutéale. Mais après, quand on parle du cycle menstruel, l'organisation en fonction du cycle menstruel, on parle de 4 phases d'énergie. Donc la phase des règles, la phase de la préovulation, la phase d'ovulation et la phase prémenstruelle. Du coup, il y a 4 phases d'énergie. C'est souvent qu'on parle du coup de 4 phases d'énergie. Voilà. C'est très clair. Et du coup, j'ai juste une question qui m'est venue pour les personnes qui nous écoutent, parce que tu dis le terme personne menstruée. Du coup, si tu pouvais nous le définir pour les personnes qui ne pourraient pas comprendre pourquoi on utilise ce terme plutôt que femme menstruée. Et d'ailleurs, ça me fait penser que moi, j'ai fait un podcast, mon deuxième épisode de podcast, c'était avec une femme atteinte d'endométriose, Marika Derby, et c'est vrai que j'ai parlé de femmes menstruées et pas de personnes menstruées. En fait, je m'en rends compte après coup l'épisode. Après, c'est parce qu'on ne pense pas tous les jours, pas tout le temps, et que c'est vrai que la grande majorité, c'est des femmes, si c'est tout ça qui sont menstruées, et que voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, et toute personne avec un utérus, en fait, c'est toute personne avec un utérus en état de marche qui est menstruée, donc ça peut être des personnes transgenres ou en transition d'identité ou qui sont considèrent hommes mais qui n'ont pas encore fait la transition. Et il y a aussi par exemple des femmes qui sont en tant que femmes mais qui n'ont plus d'utérus, par exemple elles ont une ablation de l'utérus ou elles sont ménopausées ou voilà. Donc en fait on dit personnes menstruées, c'est les personnes qui ont encore un cycle fonctionnel avec un utérus et tous les organes qui sont fonctionnels pour avoir leurs règles, quoi. Ok, c'est très clair, merci à toi. Et du coup, comment ça fonctionne, les règles ? Enfin, du coup, les différences entre cycle menstruel et règles, ça pourrait être aussi intéressant, j'imagine, à poser comme question. Ouais, donc du coup, en fait, le cycle menstruel, en fait, on parle souvent des règles, on se dit, il y a que ça, et en fait, c'est la face visible de l'iceberg du cycle. Donc voilà, mais le cycle, c'est un cycle donc de
29 jours et demi à peu près, et ça passe par différentes phases. C'est juste que les autres phases, on les sent moins parce que on n'écoute pas son corps et parce que voilà. Mais on voit vraiment les règles, et donc les règles, c'est vraiment pour euh, évacuer en fait ce qu'on a fait. Donc en fait, à la fin du cycle menstruel, le corps, s'il voit qu'il n'y a pas eu de potentiel embryon, il va envoyer un message au cerveau, et je vais éviter de rentrer dans tous les détails et les noms compliqués, et il envoie un message au cerveau comme quoi il n'y a pas eu de fécondation, donc il faut redéclencher les règles. Et donc là, il y a la chute hormonale avec tout ce qu'on sait, les symptômes du SPM, notamment irritabilité, douleur et tout ça, parce qu'il y a cette chute hormonale. Et même si c'est pas normal non plus d'avoir un SPM très violent, et ça, logiquement, dans un monde idéal, on n'est pas censé d'avoir un SPM violent. Et donc, les règles, c'est vraiment pour évacuer tout cet endomètre gorgé de sang et tout ça, pour repartir sur une bonne base et recréer un nouveau cycle et repartir sur cette nouvelle cycle. Voilà. Et du coup, pour continuer dans cette partie, on va dire, des définitions, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler de congé menstruel, pour que tu nous le définisses, que tu donnes ton avis et que tu nous donnes où ça en est au 25 mars 2024. Ouais. Alors, congé menstruel, moi je préfère dire arrêt menstruel, parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, les mots sont importants. Et congé, pour les gens, congé, ça veut dire vacances, alors que arrêt, c'est plus près d'un arrêt maladie. En tout cas, pour l'arrêt menstruel, c'est plus près d'arrêt maladie. Donc, moi, je parle souvent d'arrêt menstruel. Et donc, l'arrêt menstruel, c'est permettre à une personne menstruée, justement, qui souffre de douleurs, de règles douloureuses ou de règles incapacitantes, de poser un jour de congé. Mais en fait, c'est un jour d'arrêt, payé sans que cela n'impacte son salaire ou sa qualité de vie au travail. Et un peu comme a fait l'Espagne en fait l'année dernière, en février dernier. Et là, il y a un projet de loi, donc là, en cette date du 25 mars 2023, il y a un projet de loi qui va être défendu à l'Assemblée nationale le 4 avril prochain sur la santé menstruelle et gynécologique au travail, justement. Et il y aurait justement cette potentielle mise en place d'un arrêt menstruel avec 13 jours par an pour règles incapacitantes sur présentation d'un justificatif médical renouvelable toutes les années, et ce sera pris en charge par la sécurité sociale et il n'y aura pas de jour de carence. Mais là, du coup, voilà. Et après, il y a plein d'autres choses mises en place avec ce projet de loi. Il y a aussi des sensibilisations obligatoires tous les 3 ans par l'employeur auprès de ses salariés, justement sur la santé menstruelle et gynécologique au travail et ses impacts. Parce que la santé menstruelle et gynécologique au travail, c'est pas juste les règles douloureuses. Ça va être aussi la ménopause qui a aussi un impact sur je sais plus si 85-87%, j'ai fait la vidéo hier dessus, bref, 87% je crois des femmes qui vont être impactées sur cette par la ménopause, des symptômes de la ménopause. Après, il y a aussi, par exemple, ça va être sur les fausses couches. Il y a une femme sur 4 qui subira une fausse couche dans sa vie, c'est énorme. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est sensibiliser sur tout ce qui touche à la personne menstruée. Donc, ces règles, la grossesse, les fausses couches, la ménopause, etc., en fait. Et toutes les autres pathologies qu'il peut y avoir, endométriose, SOPK, etc., quoi. Oui, c'est un travail de sensibilisation qui semble essentiel, et c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que actuellement en 2024, il y a pas ça qui est mis en sa charge pour les femmes, alors que c'est enfin les personnes menstruées plus largement, alors que c'est quelque chose de, d'essentiel en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on demande aux personnes menstruées de vivre enfin, d'être aussi productives qu'un homme en entreprise, alors que, on fonctionne par cycle, forcément, on a des spécificités bien différentes des hommes, et c'est important de prendre en compte cette différence pour avoir une équité là-dessus, en tout cas. Tout à fait. Et en fait, ça veut pas dire parce qu'on a nos règles qu'on sera moins performante ou moins efficace que les hommes. S'il y en a plein, ils se disent oui, mais du coup, c'est encore voilà, enfin du coup, pour rabaisser encore les femmes à leur statut de femmes, infériorité, blablabla. Alors que pas du tout. En fait, c'est juste qu'on fonctionne différemment, et accepter cette différence et accepter de travailler en fait et de collaborer avec cette différence en fait. Et la plupart des femmes qui collaborent avec leur cycle menstruel et qui coopèrent avec leur cycle menstruel sur ce que je forme justement, elles sont justement bien plus performantes que celles qui connaissent pas forcément leur mode d'emploi vraiment, et donc en fait elles sont bien plus performantes que ce qu'on pourrait se dire, et pourtant elles acceptent de ralentir, et pourtant elles accueillent cette décroissance tous les mois, et c'est ok en fait, c'est juste accueillir cette décroissance et cette cyclicité, mais ça veut pas dire qu'on est inférieur ou qu'on sera moins capable que les hommes en fait, peut-être même au contraire quoi, mais voilà. On a plein de capacités justement, avec l'intelligence hormonale nous aide à avoir plein d'autres capacités incroyables, et que du coup les hommes n'ont pas forcément ces capacités quoi. Ouais, en fait, on est différents et complémentaires à la fois, et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui ne savent pas encore
comment faire pour écouter leur corps. Du coup, et ça va en continuité par rapport à ce que tu nous dis là, que les personnes, qui connaissent leur cycle menstruel, bah, elles arrivent mieux, bah, du coup, à être plus productives et à se dépasser. Et du coup, toi, comment tu fais pour accompagner, ces personnes pour qu'elles puissent, mieux comprendre leur cycle et en prendre soin au quotidien? Ça va être, des formations et des sensibilisations. Si c'est juste une sensibilisation, donc ça va être prendre, en compte tout le fonctionnement global d'une personne menstruée avec ses différentes phases. Et après les formations, ça va être, des formations en gestion du temps, productivité et organisation, mais adaptées justement en fonction du cycle menstruel et donc savoir à quel moment, quelles sont les phases optimales, on va dire, pour, la créativité, par exemple pour créer son contenu et tout ça pour la créativité, les phases optimales pour la sociabilité, donc toutes les tâches sociales à l'extérieur, conférences, live, etc. Mais aussi les tâches où on est plus, les phases où on est plus dans la réflexion ou dans, dans le repli sur soi et dans l'introspection. Et en fait, il y a chaque phase a ses spécificités. Et en fait, on peut tout faire à toute période du cycle. Enfin, clairement, aujourd'hui, je suis censée avoir mes lunes. Donc, logiquement, aujourd'hui, je suis pas censée faire de live ou de conférences et tout ça. Mais c'est pas pour autant que je le ferai pas, en fait. Enfin, la vie n'est pas non plus, on est dans un monde avec plein d'interactions extérieures et ça, et donc on peut pas tout adapter en fonction de notre cycle menstruel. En revanche, on peut quand c'est possible, adapter nos tâches et on sera beaucoup plus performante lors de ces phases. Par exemple, moi je sais qu'en phase justement ovulation, je vais moins chercher mes mots comme je fais actuellement et je serai moins dans un espèce de brouillard mental comme ça peut être le cas aujourd'hui des fois. Mais c'est ok en fait, et c'est accepter en fait cette phase de décroissance et c'est accepter en fait que on a ces différentes phases, mais on peut être forte à tout moment et on peut être efficace à tout moment. C'est juste que ça va être plus efficace pour certaines fois, plus optimal. C'est ce que j'ai souvent en métaphore, c'est comme Mario et son champignon bonus. Si jamais il l'a pas, bah il avance et il va quand même sauver la princesse Peach. Mais en revanche, s'il l'a, bah il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus performant. Et en fait, apprendre à coopérer avec son cycle, bah c'est apprendre à avoir son petit champignon bonus pour être encore plus performante au quotidien, mais tout en accueillant en fait justement sa décroissance et en acceptant de ralentir justement en phase de règles et en phase de ralentissement du corps, quoi. Mmh. Bah, c'est très important ce que tu nous dis et du coup, ça m'amène à la question, bah, du coup, quels conseils tu pourrais donner aux personnes menstruées qui nous écoutent pour, bah, comprendre mieux leur cycle? Enfin, pour savoir, comme tu disais, bah, dans quelle phase elles sont actuellement, parce que tu parles de réflexion, de créativité, sociabilité et comment on peut savoir, dans quelle phase on se trouve et comment faire, bah, pour s'écouter, même si des fois c'est pas toujours possible comme tu le dis avec, la société et toutes les choses qu'on a à faire, dans cette société, on est dans l'action. Mais ça me fait même penser enfin, je suis pas encore, enfin, je suis comment dire? Ce sujet-là, je l'ai beaucoup écouté avec Chloé Bloom. C'est pas un sujet que je maîtrise, mais que je trouve assez intéressant. C'est, l'énergie féminine et l'énergie masculine. De ce que j'avais compris, après je peux avoir ton avis là-dessus, parce que moi je ne m'y connais pas grand-chose. J'avais juste entendu ça qu'actuellement, enfin, dans notre société, on est plus dans une énergie masculine où tout doit aller très vite, on doit être performant et cetera. Alors et on n'écoute pas forcément son énergie féminine où c'est plus une énergie à prendre du recul, à faire de l'introspection et à prendre soin de soi. Donc voilà. Alors pour le tout début de la question, c'était comment les femmes et les personnes menstruées peuvent mieux suivre leur cycle. Alors on peut pas faire comme ça d'un coup, nous prendre d'un coup, c'est s'aider, par exemple, quand nos prochaines lunes, enfin nos prochaines règles vont arriver, c'est se dire, bah, on prend un petit carnet ou depuis notre portable et on va commencer à suivre chaque jour quel est notre état et comment on se sent, quelles sont, par exemple, si on a des douleurs, par exemple, si on a les seins qui tirent, si on a des douleurs au ventre, si on a des maux de tête, si on a ci, si on a ça. Notre alimentation aussi, nos envies, nos fringales et tout ça, notre énergie, comment on se sent au niveau de notre énergie. Il y a notre énergie sommeil, mais notre énergie en règle générale, par exemple avec le printemps, on se sent beaucoup mieux. Mais du coup, il y a aussi notre énergie globale. Il y a notre sociabilité. Des fois, il y a des jours, on a envie de voir tout le monde et de faire des câlins à tout le monde. Et il y a des jours, on a juste envie d'être dans son coin et de voilà, ou alors des fois, on a envie de massacrer tout le monde. C'est ok. Hein, en fait, ça va être aussi les influences du cycle. Hein. Et en fait, c'est vraiment prendre note de tous ces petits signaux en fait que notre corps nous envoie chaque jour. Et c'est ce que j'ai tout le temps. En fait, notre corps nous communique en permanence, mais si on l'écoute pas, on peut pas entendre. Et à partir du moment où on peut entendre et qu'on apprend à l'écouter, on entend plein de choses et il nous dit plein de choses et il nous communique plein de choses en permanence. Et donc faire ça sur plusieurs cycles, on recommande souvent 3 à 4 cycles. Et en fait, vous allez voir qu'au bout de 3 à 4 cycles, vous allez avoir des similarités sur chaque phase, en fait. Et donc, par exemple, en phase d'ovulation, vous allez voir que vous allez être plus sociable. En phase
je sais pas, peu importe, mais du coup, ça dépend après de chaque personne menstruée. Évidemment, il y a des généralités et du coup, moi, j'enseigne certaines des généralités, mais après, ça dépend de chaque personne menstruée. Il y a des choses que moi, c'est hors livre, que j'ai jamais lu dans aucun livre et que c'est propre à moi-même, et il y a des choses que je suis pas d'accord, et ça, en fait, c'est vraiment apprendre à s'observer. Mais après, c'est vrai qu'il y a des généralités, justement, avec les influences des hormones, etc. Et donc, voilà, donc au bout de 3-4 cycles, vous allez voir à peu près votre schéma de comment vous fonctionnez. Et après, vous pouvez voir comment vous vous organisez et voir quelles sont vos périodes optimales de créativité, quelles sont vos périodes optimales de réflexion. Ou voilà, par exemple, moi, je sais que j'ai plus de facilité, autant peu importe la phase du cycle, je vais avoir du mal à lire, ou alors au bout de 2 pages, ça va me saouler et je vais m'ennuyer, je vais dire non, il faut que je fasse autre chose, que là, ça sert à rien. Alors qu'en phase prémenstruelle règle, là, je peux lire 3-4 livres de 500 pages en quelques jours et tout faire la synthèse de ça pour après les retransformer en quelque chose. Et c'est hyper fil pour moi de lire tous ces livres à ce moment-là. Et ça dépend après de chaque personne. Mais en fait, c'est voir quelles sont nos zones de génie dans chaque phase pour après s'organiser en fonction. Mais ça fait depuis 2019 que je coopère avec mon cycle, donc ça ne se fait pas en un jour. Et c'est des observations au fur et à mesure. Je découvre encore des nouvelles choses avec mon cycle. Par exemple, je découvre que je fais des insomnies 2-3 jours avant. Quand je suis en SPM, je fais mes insomnies. C'est mon seul symptôme de SPM, c'est de faire des insomnies chaque nuit. Et voilà. Mais après, ça dépend de chaque personne menstruée et c'est l'observation au fil du temps, quoi. Et après, pour ce que tu disais sur l'énergie masculine et l'énergie féminine, j'ai fait une école de sorcière dans mes anciennes vies et donc j'ai été formée à tout ça, initiée à tout ça, et je vois totalement le côté énergie masculine, yang, capitalisme, homme, virilité, et le côté féminine, la douceur, prendre soin de soi, care et tout ça, prendre soin de l'autre et tout ça, de la nature et tout ça. Mais en fait, ça voudrait dire qu'on définit que du coup, ces qualités dites féminines, c'est que réservé aux femmes et que du coup, les hommes peuvent pas en avoir, même si c'est les énergies, mais du coup, ça serait en gros cataloguer du coup ces qualités de prendre soin de l'autre et tout ça que aux femmes, et le côté je sais pas, par exemple, ambition, force, vitesse et tout ça que aux hommes, ou en tout cas personne qui se considère homme, ou en tout cas qu'on considère ça pour la jante masculine ou l'énergie masculine, alors qu'en fait on peut tous avoir ces deux énergies ou ces deux phases là, et du coup c'est le côté c'est des énergies. Alors après, yin-yang à la rigueur, mais après, quand on va voir l'étymologie yin-yang, c'est un truc de domination et tout ça. Mais bref, donc du coup, je vais pas partir sur ça. Mais du coup, c'est pas forcément... En fait, il faut creuser le pourquoi du comment. Il y a mon côté de creuser le pourquoi du comment, on appelle ça comme ça. Et après, les autres formes de domination, d'oppression et tout ça sur ces choses-là. Du coup, j'aime pas trop parler d'énergie féminine et masculine, même si je suis d'accord sur le côté qu'on est dans cette énergie de capitalisme, de productivité, de virilisme et tout ça dans cette société, et que c'est qui a la plus grosse et tout ça dans le monde des affaires, dans le monde du travail et tout ça. Mais j'aime pas ce côté énergie masculine, énergie féminine, quoi, du coup. Voilà. Ouais, en fait, ouais, je comprends. Parce qu'en fait, le fait de dire une énergie masculine ou une énergie féminine, ça renforce des stéréotypes, comme tu dis, que la femme, c'est associé à la douceur, l'homme, on va dire à aller vite et bien, j'ai pas le mot, la persévérance ou que sais-je. Alors que, enfin, c'est des énergies, en fait, oui, chacun de nous, on a ces 2 énergies-là. Après, c'est vrai que le nom énergie féminine, masculine n'est pas forcément bien choisi. Et pareil, comme tu me disais, yin et le yang, je savais pas du tout non plus qu'il y avait quelque chose, un aspect de domination là-dedans, parce que j'avoue que je m'y connais pas. Du coup, moi, j'entends yin yang, je me dis ah c'est zen, ah, c'est cool. Je vais pas plus loin dans ma réflexion. Mais ouais, en fait, ouais, clairement, il faudrait retrouver un autre nom potentiellement pour que ça matche mieux. Et sinon, ouais, j'aimais bien ce que tu disais par rapport, à trouver, sa zone de génie, pour, chaque phase du cycle menstruel, et que la coopération avec son cycle, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine qui, met du temps, en tout cas, à se mettre en place. Et du coup, ça m'amène à une question de, toi, comment tu as fait, du coup, pour, faire ces découvertes? Pas comment tu as fait, mais comment tu as fait pour, vouloir t'intéresser? Enfin, qu'est-ce qui a fait ta prise de conscience, voilà, par rapport à: «J'ai un cycle menstruel, qui me permet d'être productive à différentes phases», et du coup, parce que tu m'as dit que c'était en 2019, donc j'imagine avant 2019, c'était pas le cas. Donc comment tu as fait par rapport à tout ça, et voilà? Et comment tu as fait aussi, pourquoi tu t'es lancée aussi après dans cet accompagnement? Parce que voilà, quel a été ton cheminement jusqu'à l'accompagnement de personnes menstruées? J'étais déjà pas mal, du coup en 2019, j'étais déjà pas mal dans ces milieux un peu de féminin conscient et tout ça, dans ces sujets-là, et on me disait tout le temps, mais lis Lune rouge de Miranda Gray. Donc du coup, j'ai lu ce livre, et c'était une révélation pour moi, en me disant, mais en fait, pourquoi on m'a jamais dit ça, et pourquoi on nous a jamais appris ça, que nous, en tant que personnes menstruées, on a ces phases d'énergie, on a ces phases-là, et en fait, il y a plein de choses
dans mon fonctionnement que je comprenais et qu'en fait ça me mettait des mots sur les choses qu'on m'avait jamais expliquées. Par exemple, qu'à l'époque j'avais un SPM assez marqué et que juste avant mes règles, ce que je disais tout le temps, c'était ma phase de mon démon et mon dragon intérieur et que je pouvais péter des câbles sur tout le monde et tout ça, et que c'était juste la veille de mes règles et que du coup je comprenais pas en fait, enfin je comprenais que c'était avec mes règles, mais pourquoi en fait ça faisait ça et tout ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet et après j'ai lu plein de livres sur le sujet autour des règles, des cycles menstruels, parce que Miranda Gray et Lune Rouge, c'est quand même un peu perché, même si j'adore je respecte le travail de Miranda Gray, mais c'est quand même un peu perché sur certaines de ces choses. Et il y a mon côté le comprendre le pourquoi du pourquoi qui était assez qui avait pas tous les enfin qui avait pas toutes ces réponses. Et donc j'ai lu après le livre de Kiffe ton cycle de Gaël Baldassari, qui là explique plus au côté scientifique et hormonal de ce qui se passe concrètement. Et là c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus terre à terre. Et j'ai adoré ces livres et j'ai lu énormément de livres sur le sujet. Et je lisais ces livres en même temps que dans mon ancienne vie, j'étais responsable de boutique et je travaillais énormément. Et je me disais, j'adore lire ces livres, mais ça me prend beaucoup de temps, d'énergie de lire tous ces livres, de synthétiser tous ces livres. Et comment, après, j'applique concrètement ces conseils, parce que c'est bien de dire que c'est une phase créative, mais concrètement, dans ma vie professionnelle, comment j'utilise cette phase créative et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, si un jour je quitte mon emploi, mon précédent emploi, et j'aimerais donner des outils et des outils et former les femmes à mieux comprendre comment elles fonctionnent et comment elles l'appliquent concrètement dans leur vie professionnelle et comment elles peuvent vraiment utiliser tous ces savoirs autour du cycle et les appliquer dans leur vie professionnelle. Et donc en fait, justement, j'ai écrit un e-book sur le sujet où ça synthétise tous les livres que j'ai lus sur le sujet et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, et avec justement des phases clés, des outils clés pour passer à l'action. Et après, quand je forme aussi sur ces sujets-là, sur comment on peut utiliser concrètement son cycle. Par exemple, l'autre fois, j'avais une intervention, un workshop sur comment planifier son contenu de création sur les réseaux sociaux en fonction de son cycle menstruel. Mais après, on peut adapter la prospection, on peut adapter la relation client, on peut adapter plein de sujets sur justement cette intelligence hormonale et tout ça en fonction de son cycle menstruel. Ah si, si, c'est vraiment très clair de ce que je comprends en fait. Cette découverte est venue par les livres et ça t'a donné envie, en tout cas après, de partager à ton tour et il faudra que tu me donnes le lien de ton e-book, comme ça je pourrai le mettre en description de ce podcast pour, toutes les personnes, qui veulent, en savoir plus et du coup, ça m'amène du coup dans ton e-book, tu parlais de quoi concrètement? Qu'est-ce que le cycle menstruel? Les hormones, les différentes hormones. Donc là, je parlais vague, enfin, je ne vais pas parler, en fait, il y a les oestrogènes et la progestérone. Donc j'explique ce que font ces hormones au niveau physiologique, scientifique, mais aussi au niveau énergie, au niveau capacité et tout ça. Et après, il y a toutes les autres hormones, la LH et tout ça. Enfin bref, du coup, toutes les autres hormones qui sont aussi. On a aussi la testostérone, nous, les personnes menstruées, qui d'ailleurs remonte juste avant les règles. Mais bref, on ne va pas repartir là-dessus. Et donc du coup, j'explique tout le fonctionnement du cycle, les rôles de chacune de ces hormones, et après les phases, chacune des phases, et quelles sont les tâches optimales pour chacune de ces phases, avec vraiment toutes les choses qu'on peut mettre concrètement en place, comprendre aussi les phases de décroissance et tout ça, se déconstruire aussi, parce que c'est énormément de déconstruction. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis féministe depuis des années, et c'est vrai que quand on commence à travailler sur le cycle menstruel, si on s'appuie vraiment sur le côté scientifique physiologique du cycle menstruel, c'est pas très féministe en fait, et que du coup c'est notre corps fonctionne encore en mode femme des cavernes, et que du coup c'est du coup pour la reproduction. Et en fait je me suis dit, en fait le cycle menstruel c'est pas que pour faire des bébés et avoir ses règles et nous saouler en fait une semaine par mois. En fait il faut voir tous les autres atouts que notre cycle menstruel peut nous offrir, et du coup c'est aussi ça avec ce e-book, c'est ce que j'explore. Et après il y a aussi pas mal d'exercices pour que justement les personnes puissent s'interroger, se poser des questions, aller plus en profondeur dans l'introspection ou dans chacune des phases, en fait, tous les exercices qu'il y a dans chacune des phases. Et après, il y a aussi des idées recettes et d'alimentation en fonction de chaque phase. Après, on peut manger ce qu'on veut quand on veut, mais après, il y a juste des aliments qu'on déconseille. Après, si on les mange, c'est ok, on va pas mourir. C'est juste que ça peut renforcer les symptômes. Voilà. Et donc, si jamais on veut mieux vivre son cycle, ça peut être de ralentir sur ces aliments ou ces boissons à ce moment-là. Et ça va être aussi, par exemple, des plantes pour mieux soulager le cycle à certains moments, mieux comprendre le langage de la glaire cervicale, mieux comprendre le sang, parce que du coup, des fois, on a du sang, je sais pas, par exemple, marron, gris, et on se demande pourquoi on a des fois du sang plus rose, des fois du sang bien rouge, des fois du sang brun noir, et du coup, c'est expliquer pourquoi chacune de ces couleurs de sang, etc. Voir les règles abondantes, parce que du coup, c'est pas normal, et du coup, avec tous les scores, et tout ça. Enfin bref, du coup, c'est vraiment
exploré le cycle avec tous les livres que j'ai lus, mais en version synthétisée de 76 pages et voilà. Oh! Et du coup, c'est comme ça. Oh bah, bravo pour ton travail, ça me donne très envie de le lire. En tout cas, j'irai le découvrir, après cet épisode de podcast et j'espère que les personnes qui nous écoutent aussi, voudront, jeter un œil parce que ça peut être très intéressant pour apprendre des nouvelles choses, la connaissance de soi ou la connaissance d'autrui. Si on n'est pas une personne menstruée, c'est toujours important de comprendre comment on fonctionne et d'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais de déconstruction et je me suis dit, comme question, bah, comment serait la société si on prenait en compte, bah, la santé menstruelle et gynécologique au sérieux? Oula, elle serait très bien, elle serait quand même bien mieux. Déjà, on accepterait que les personnes menstruées ont un cycle, elles sont cycliques, et on accepterait d'adapter, on va dire. Alors, je dis pas adapter le monde du travail totalement pour ça, mais par exemple, c'est souvent dans les entreprises, on évalue les performances à la semaine, et du coup, c'est normal que bah, si une femme elle est dans sa semaine de règles, bah, ou une personne menstruée est dans sa période de règles, bah, du coup, elle sera moins efficace qu'un homme qui est bah, toujours linéaire, enfin même si vous avez un cycle aussi, mais c'est un autre sujet. Et que, alors que si on fait sur le mois, bah, du coup les femmes peuvent être plus performantes par rapport aux hommes au niveau du mois, mais parce que justement elles n'ont pas les mêmes énergies au fil du mois. Mais en fait, arrêter de se focaliser que sur une semaine par exemple et voir la globalité, les résultats des personnes menstruées. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi accepter, par exemple, mettre en place des distributeurs de protection menstruelle dans toutes les entreprises. Parce qu'en fait, les règles, c'est pas un choix, c'est pas un luxe. Enfin, c'est juste un besoin physiologique, au même titre qu'on va aux toilettes et qu'on trouve du papier toilette, ou au même titre qu'on a besoin de se moucher quand on éternue. En fait, les règles, c'est un besoin physiologique qui est, on ne choisit pas d'avoir ces règles. Et donc, c'est important aussi que les entreprises mettent en place des distributeurs de protection menstruelle, justement pour soulager ce côté de stress, ou s'il y a des abondances. Et ça peut aussi soulager aussi le pouvoir d'achat, parce que quand on voit les prix des achats de protection menstruelle, et d'autant plus pour les bio, il vaut mieux prendre bio, hein, parce qu'on va pas repartir sur ça aussi, sur la pollution des protections, mais bio, ça coûte un rein, et donc et ça coûte cher, et il y a une étude qui dit que ça coûte entre 8 000 et 23 000 euros au cours d'une vie menstruée, bah, du coup d'avoir ces règles. Donc quand dans ce coup ils mettent les protections menstruelles, les draps et la lingerie qu'on doit changer parce qu'on tâche, tous les cachets, les antidouleurs, les rendez-vous chez les gynécos et tout ça, et c'est entre 8 000 et 23 000 euros dans une vie. Et ça, les hommes ou personnes non menstruées n'ont pas à vivre ça en fait, et n'ont pas à avoir ces coûts supplémentaires sur ce sujet-là, quoi. Et donc du coup, une société plus égalitaire ferait ça, par exemple avec aussi l'arrêt menstruel, ou en tout cas des horaires de flexibilité ou de télétravail aussi, pour permettre à, si on a des règles douloureuses, bah de se reposer. Et même, j'irais plus loin, dans une société idéale, on prendrait en compte la douleur des personnes menstruées, et elles n'auraient plus de douleur parce qu'on trouverait des solutions et on ferait des recherches plus approfondies sur l'endométriose, SOPK et tout ça, et on arrêterait de dire aux femmes non mais c'est dans votre tête, ou c'est pas grave et tout ça, alors que certaines douleurs peuvent, justement les douleurs menstruelles peuvent être aussi fortes et aussi douloureuses qu'un arrêt cardiaque et une crise cardiaque. Et donc il y a un moment, il faut juste écouter en fait, et si on dit qu'on a mal, c'est qu'on a mal, c'est pas parce qu'on a des chochottes, et que voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais là justement pour la loi et le projet de loi, les députés qui ont mis ça, ils ont fait tester un appareil qui simule des douleurs de règles. Ils l'ont fait tester sur des députés hommes du coup, et du coup ils étaient tous en PLS, alors qu'une femme qui a l'habitude d'avoir des règles, elle disait ah bah oui bah c'est normal quoi, enfin c'est le quotidien, alors qu'eux ils étaient en PLS. Et en fait c'est juste comprendre en fait et se mettre à la place des personnes menstruées et voir à quel point ça peut être douloureux. Mais après, il y a plein de choses et ça serait un vaste sujet. Mais du coup, c'est juste déjà prendre en compte qu'on est cyclique et qu'on est différente, mais ça ne veut pas dire qu'on est inférieur, qu'on a plus de besoins. C'est juste qu'on est différente et qu'on fonctionne différemment. Et du coup, déjà avoir cette conscience de cette nature cyclique, des distributeurs de protection menstruelle, avec des possibilités aussi de se reposer ou de ralentir en face de règles, et plus de recherche sur les douleurs menstruelles, ça serait déjà énorme, déjà, je pense. Ouais, ce serait une société, vraiment plus bienveillante, plus empathique, et je pense que c'est ce qui nous manque, actuellement dans la société actuelle. Parce que comme tu dis, c'est important de se mettre à la place de l'autre, parce que c'est pas parce que tu vis pas, la situation que tu peux pas essayer de la comprendre, tu peux pas essayer de trouver des solutions, à ton échelle, pour faire avancer, faire bouger les lignes. Donc j'espère qu'on tendra un jour vers cette société, on espère, hein. Je ne sais pas à partir de combien d'années, je sais pas si ce sera notre génération, peut-être les générations suivantes, mais en tout cas, il faut se battre pour, pour ça et je pense aussi que,
ça passe aussi par l'éducation, clairement, pour faire changer les lignes et tu parlais de protection menstruelle et j'aimerais bien que tu nous fasses les différents types enfin, quand, une personne a menstrué, a ses règles, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle, pour ne pas en mettre sur sa culotte, hein, tout simplement. Parce que je pense qu'il peut y avoir des personnes qui nous écoutent qui sont pas forcément au courant de tout ce qui peut exister. Par exemple, moi, la culotte menstruelle, j'ai découvert ça, il y a quelques années, mais avant, je savais même pas, que ça existait. Donc je me dis que c'est assez important de lever, le tabou, si on peut appeler ça, sur ce sujet. Il y a différentes choses. Il y a le fameux tampon qu'on connaît, mais après, il peut y avoir des risques de choc toxiques sur ce sujet, surtout s'ils sont pas bio avec plein de produits. En fait, il faut savoir que la muqueuse utérine, elle est très sensible et très perméable, et que du coup, si jamais on met des produits, et notamment dans les protections actuelles, il peut y avoir des traces de désherbant, de chlore et tout ça pour justement blanchir le coton et plein d'autres produits. Enfin, déjà, pourquoi mettre du désherbant sur ce type de produit? Mais bref. Et donc, du coup, notre muqueuse utérine est beaucoup plus imperméable et du coup, ça va beaucoup plus rentrer dans notre corps que juste sur notre peau classique comme ça. Et donc, ça sera beaucoup, enfin, notre corps va beaucoup plus absorber ça et ça va faire c'est bourré de perturbateurs endocriniens qui va ensuite dérégler notre cycle, notre corps, etc. Mais on va pas partir sur ce sujet-là. Mais donc, du coup, on va faire attention à ce qu'on met parce que notre muqueuse utérine est quand même assez fragile et ça peut faire aussi des déséquilibres de notre flore vaginale et tout ça. C'est un autre sujet aussi. Et donc, faut pas m'envoyer dans ces sujets, je peux partir dans tous les sens. Et donc, il y a les tampons, il y a les protections menstruelles du type serviette classique jetable, bio et non bio. Et après, il y a les serviettes lavables qu'on peut laver et qu'on peut réutiliser. Il y a les culottes menstruelles qui a été une révolution. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai découvert ça il y a 5 ans et c'était une révolution pour moi aussi. Mais avant, c'était pas autant la mode. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup et c'était peut-être pas forcément les plus jolies et plus sexy et tout ça. Mais en tout cas, les culottes menstruelles. Et après, il y aura aussi, alors je l'ai jamais, il y a les cups aussi, les cups menstruels pour mettre. Et après, il me semble qu'il y a un disque. Je sais pas, j'ai jamais utilisé, j'ai pas pu creuser le sujet, mais du coup, il y a une espèce de disque qu'on peut mettre du coup, à l'entrée du vagin, justement, pour récupérer le sang. Mais j'ai pas pu creuser le sujet. Et après, sinon, il y a le flux instinctif libre. Donc, en fait, c'est de contenir ton sang et quand d'aller aux toilettes pour te vider, faire la vidange, en fait, et de vider ton sang quand tu sens qu'il est temps de te vider, quoi. Et du coup, tu portes pas de protection du tout. OK, merci. Peut-être juste nous expliquer ce que c'est la cup menstruelle pour les personnes, qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, ce que c'est exactement. Alors, la cup, c'est une espèce de petite cup. Ça ressemble à une espèce de mini tasse, enfin, ouais, cup. Ça ressemble à cette forme-là avec un petit picot dessous pour couper. Et en fait, on l'installe à l'entrée du vagin. Enfin, on rentre dans le col de l'utérus, du coup, et ça va récupérer tout le sang. Et après, on l'enlève et on vide dans l'évier. Et après, on la nettoie tout ça. Mais du coup, ça va permettre de nettoyer, de récupérer le sang, de le vider après et de remettre après une autre cup. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que tu as des noms, de marques éthiques pour acheter, ces protections, menstruelles? Parce que du coup, on peut trouver, tout et n'importe quoi, on va dire, enfin, sur le marché et c'est pas forcément évident, de trouver quelque chose qui nous correspond vraiment, donc voilà, libre à toi si tu as des noms, de marques, que tu utilises, ou que tu conseillerais. Alors, il y a Elia, qui est une marque française, et qui sont en coton bio et tout ça aussi, que tant qu'à faire, quitte à avoir une culotte menstruelle, autant avoir que ça soit en coton bio. Donc il y a Elia, qui est une marque française et qui a un bon rapport qualité-prix et tout ça. Il y a Moods aussi, qui est très connu avec toutes ses culottes. Je sais pas si c'est bio Moods, mais en tout cas, ils ont plein de culottes. Il y a Et alors, qui est une marque lyonnaise. Et en fait, c'est bien parce que du coup, c'est des culottes clipsables. Donc, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'enlever tout ton pantalon si t'es au travail, par exemple, la journée. T'as pas besoin d'enlever tout ton pantalon ou tous tes vêtements pour changer ta culotte. C'est ce qui est un peu le désagrément des culottes. Et donc, t'as juste à déclipser et à rechanger après. Voilà, donc c'est la marque Et alors. Et après, il y a Perdiem aussi qui fait de la lingerie et donc du coup qui a assorti du coup tes soutiens-gorge à ta culotte menstruelle. Donc c'est bien aussi des fois d'avoir du coup des assembles. Et enfin en fait il y en a plein, mais là c'est les premières qui me viennent en tête comme ça quoi. C'est les marques que j'ai aussi donc du coup voilà. Ça va, merci du partage. C'est vrai il y en a plein que je connaissais pas. Enfin moi, c'est vrai que niveau culotte menstruelle, j'utilise We Are Jolie, parce que je trouve ça enfin je les aime bien. Mais c'est vrai que je me suis pas plus renseignée pour les autres types de culottes, donc c'est vrai que c'est une affaire à suivre parce qu'il y a tellement d'initiatives qui sont bien et je sais que j'avais découvert récemment au supermarché, c'était Fava, je crois que c'est ça le nom, qui est super. Ouais.
Et elles font aussi, Fava, ce qui est trop bien aussi, donc c'est bio et tout ça. Et elles font aussi, si jamais on veut pas passer aux culottes menstruelles, elles font aussi donc les tampons et serviettes jetables, mais en fait que tu peux faire sous forme d'abonnement. Et donc en fait, comme ça, t'as pas besoin de te poser la question d'aller au supermarché. Mince, il faut que je l'achète. Voilà, en fait, tu payes ton abonnement et ils te l'envoient directement à domicile. Donc t'as moins de charge mentale de te dire, oh là là, j'ai plus de serviettes menstruelles chez moi, il faut que j'aille en racheter et tout ça. Et du coup, voilà. Donc je trouve ça cool leur initiative aussi. Ça enlève, ça soulage un peu une charge mentale, du coup, qu'on peut avoir, quoi. Ah oui, je savais même pas qu'ils faisaient ça, donc merci du partage. Enfin, elle faisait ça parce que franchement, ouais, c'est grave, grave bien. Il faudra que je me renseigne, parce que ça peut toujours ça dépanne, ça peut toujours servir de toute façon d'avoir des serviettes hygiéniques, en plus des culottes menstruelles, donc très, très bon, conseil. Du coup, j'avais une autre question, du coup, on rechange un peu de sujet, par rapport au travail. C'est du coup enfin, ça pouvait faire sens, suite à ta enfin, au fait que tu imaginais, la société idéale. Mais du coup, comment on peut faire pour briser les tabous et sensibiliser son entreprise au bien-être menstruel? Mmh. Bah, déjà, c'est en parler et arrêter de faire ça comme, sous forme de tabou et en fait en parler comme on parle de la pluie et du beau temps. Enfin, je sais que dans mon entreprise quand, j'étais pas encore dans ce milieu, hein, mais j'ai commencé à lire et je sais que j'en parlais avec mes patrons, librement en fait et je leur disais: «Bah, ouais, mais en fait, là j'ai mes règles, du coup aujourd'hui, bah, je vais pas être non plus la plus performante et c'est OK en fait» et c'est arrêter de faire ce culte de la performance. En fait, en parler et se dire: «Bah, plus on en parlera déjà, plus ça sensibilisera et ça démocratisera le sujet. Et après, ça va être d'organiser des sensibilisations. Donc une sensibilisation classique, voilà. Mais après, moi, j'ai aussi créé un serious game sur le sujet et pour faire ça de façon plus ludique et plus fun pour parler autour du bien-être menstruel au travail. Et après, ça peut être avoir proposer à son équipe d'installer des distributeurs de protection menstruelle. Déjà, ça peut ouvrir un peu le dialogue social sur le sujet et dire, bah, si on a des distributeurs, bah, pourquoi on a besoin de distributeurs et de ça, et se poser les questions, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, on peut aussi voir si on a un manager cool, le demander de, par exemple, si on peut, si on a des règles incapacitantes, lui demander si on peut se mettre en télétravail ou si on peut faire la flexibilité ou mettre en place un arrêt menstruel et tout ça. Parce que du coup, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à mettre ça en place. Il y a 2 ans, quand j'en parlais, tout le monde prenait pour une folle et maintenant, je pense qu'il y a une vingtaine d'entreprises qui ont mis ça en place, notamment aussi les collectivités, notamment la métropole de Lyon, qui a plus de 5000 agents et donc eux aussi, ils ont mis en place l'arrêt menstruel depuis octobre. Et voilà, et ça veut pas dire qu'on sera moins performant et tout ça, bien au contraire, quoi, mais voilà. OK, trop bien. Mais d'ailleurs, tu parlais, que tu as mis en place un serious game, bah, pour aborder le sujet de façon fun et ludique. Donc si tu peux nous en dire un peu plus, pour qu'on comprenne, la démarche? Oui, bah, c'est un serious game, ça s'appelle Happiness Cycle et en fait, c'est un jeu, coopératif où tout le monde peut participer et en fait, il y a différents pions et personnages, donc il y a des personnes menstruées, personnes ménopausées, personnes non menstruées et tout ça. Endométriose et tout ça, parce qu'en fait après on va comprendre pourquoi chaque personne est importante dans l'entreprise et même celles qui sont menstruées ou pas menstruées et elles n'auront pas les mêmes interactions de jeu après. Voilà. Et après c'est tout un parcours et il faut avoir les 25 points, obtenir les 25 points pour gagner le jeu, mais il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de temps. En fait, c'est collaborer ensemble et répondre aux questions. Donc, il y a des questionnaires, enfin des quiz, il y a des défis, il y a des choses en place pour justement sur l'intelligence hormonale et comment ça peut nous faire gagner encore plus de points justement avec quand on apprend à coopérer avec le cycle. Il y a l'importance de mettre en place des distributeurs de protection menstruelle, l'importance de mettre en place l'arrêt menstruel et tout ça, parce que ça va répondre à certaines problématiques et permettre d'avancer plus vite dans le jeu et tout ça. Enfin, du coup, c'est tout ça. Enfin, c'est tout un... Voilà. Mais en fait, c'est comprendre l'impact du cycle menstruel au quotidien et comment ça peut impacter et comment on peut agir concrètement dans son entreprise et en version fun avec des défis et tout ça. Voilà. Enfin, tous les gens, ils disent tous je me suis pas ennuyée, j'ai pas vu le temps passer et voilà. Bah, bravo en tout cas pour cette mise en place. C'est vrai qu'il a l'air, très, très intéressant, comme jeu, à tester. Parce que c'est vrai qu'on apprend toujours mieux en s'amusant, plutôt qu'avec un côté un peu, boring ou même qui peut des fois il peut avoir des tendances un peu culpabilisantes. Donc c'est vrai qu'avec le fun, on peut faire passer plus de messages, plus facilement, je pense. Mhm. Et puis là, du coup, justement, là, c'est pas la personne, c'est-à-dire qu'un homme peut être avec un pion personne menstruée et du coup se mettre dans la place et mieux comprendre les problématiques des personnes menstruées, alors que justement, enfin, du coup, c'est aussi inverser les rôles et se mettre à la place de l'autre aussi pour mieux comprendre son point de vue, quoi, et Mmh. son quotidien. C'est une très belle perspective, faudrait plus d'initiatives, comme ça. Enfin, je suis sûre qu'il y en a plein, hein, qui existent en vrai. Mais plus on a des initiatives comme ça, plus on pourra faire, changer les lignes. Donc super, ce que tu fais,
Je valide 100. Et du coup, je me demandais une question parce que du coup, comment faire? Enfin, imaginons, il y a une femme, ou une personne menstruée qui nous écoute, qui a des règles douloureuses, incapacitantes. Bien sûr, elle peut mobiliser, un arrêt menstruel, mais qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, elle ou son manager, pour, mieux vivre avec ça au travail ou même dans sa vie perso, quoi? Alors déjà, normalement, on n'est pas censé avoir mal et normalement, on n'est pas censé souffrir de règles douloureuses dans un monde idéal. Et s'il y a des douleurs, c'est qu'il y a un problème en fait. Après, ça dépend de la douleur aussi évidemment, mais s'il y a une douleur où on doit prendre un cachet, un antidouleur, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut creuser en fait. Et si votre médecin vous dit, bah c'est dans votre tête, bah changez de médecin. Mais en fait, c'est creuser pourquoi il y a ce problème, parce que à quel moment c'est normal d'avoir mal. Enfin, si on a un mal de gorge, ben on prend un cachet pour la grippe et on sait que ça peut être une grippe ou une autre chose. Mais en fait, c'est comprendre d'où vient le problème pour après mieux prendre en charge la cause et aller à la source du problème. Mais donc déjà, c'est prendre en connaissance, prendre conscience que la douleur c'est pas normal et aller consulter pour ça et essayer de trouver des solutions sur ces sujets-là. Et après, c'est vous discuter et ouvrir le dialogue social en entreprise avec ses collègues, avec ses responsables, avec tout ça quoi. Après c'est pas forcément simple si l'entreprise elle est pas très ouverte sur ces sujets-là et tout ça. Donc déjà si on fait de notre côté, si on apprend aussi à lire sur le sujet des livres sur le sujet. Par exemple, l'alimentation, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire le sport, la mobilité, nos émotions, et tout ça, ça va influencer notre cycle en fait. Et voilà. Mais après, je suis pas médecin ni naturopathe, donc je pourrais pas donner des solutions miracles. Puis, de toute façon, je crois qu'il y a même pas de solution miracle. Mais en tout cas, je sais que l'alimentation, ça peut jouer beaucoup. Et sur le sport, sur les émotions, le stress et tout ça, ça va beaucoup impacter le cycle. Et du coup, voilà, prendre conscience de ça aussi, en plus des traitements, si jamais il y a besoin de traitement, quoi. OK, ouais, très clair. Merci pour ces précisions. Hem, je veux revenir sur un truc ce que tu as dit dans ta présentation, par rapport à l'Ecofemina, Festival, puisque du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler et tu nous le présenter et tu la place, on va dire, du bien-être menstruel dans ce festival, par exemple. Alors, on n'a pas forcément la place sur le bien-être menstruel dans le festival, parce que du coup, c'est pas forcément autant la première édition, on avait fait sur écologie menstruelle parce que c'était notre première édition, on avait fait appel à notre réseau proche, du coup, c'était écologie menstruelle. Après, les autres éditions, il y a rien à voir. Enfin, autant l'année dernière et cette année, il y a rien à voir avec le cycle menstruel et autour de tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a de façon générale, entre écologie menstruelle et écoféminisme, il y a un lien parce que de toute façon, il y a tous ces côtés euh, en fait, si t'es pas un mec blanc, cis, hétéro, valide, aisé, en fait, tu vas subir une forme d'oppression, de domination ou d'inégalité par rapport à ça, parce que si t'es personne, par exemple, en fauteuil roulant, tu pourras pas te déplacer comme tu veux, quand tu veux, voilà. Si t'es, du coup, nous, les femmes, comme je disais, il y a ou personnes menstruées, il y a les coûts menstruels aussi que les hommes n'ont pas, en fait. Ils n'ont pas à payer entre 8 000 et 23 000 euros. Il y a toutes ces inégalités, il y a plein de choses, en fait, mais tout ce qui est la pollution aussi, les pesticides et tout ça qu'on mange, du coup ça va dérégler notre cycle, mais ça va aussi nous faire tomber malades. Et du coup c'est important l'écologie. Et pareil pour les culottes menstruelles bio et tout ça. Enfin en fait tout est interconnecté, mais c'est un vaste sujet. J'ai écrit un article sur le blog. Je crois que j'ai écrit que 2 articles sur mon blog, mais en tout cas sur le blog je prends le temps de développer chaque partie entre le lien entre écoféminisme et écologie. Et après, donc, l'Ecofémina, c'est un festival qu'on a cofondé en 2022. À la base, on était 3. Et on n'était que 3 à la base pour l'organisation en 2022 avec Déborah Glore et Léa Déturche. Après, Léa s'est embarquée dans son projet pro, donc chez PEMLab. Donc, du coup, elle nous a quittés. Donc, mais la deuxième année, on était un collectif d'une 15aine de personnes. Et donc, le festival Ecofémina, c'est un festival qui va mettre en lumière toutes les pistes qui existent déjà pour un monde plus écoféministe et donc plus écologiste, plus inclusif, plus intersectionnel. Et donc, on va vraiment partager et faire des conférences sur le pouvoir d'agir et comment on peut agir à son niveau, quoi. C'est-à-dire que pas juste par exemple, avec l'année dernière, c'était sur la politique, donc comment la politique peut favoriser ça et comment être une femme écoféministe en politique et le quotidien des femmes écoféministes en politique. Ça va être le pouvoir d'achat, comment nos courses, comment notre carte bleue peut aussi changer le monde et même à sa petite échelle. Ça va être dans sa rue, par exemple, on avait fait un atelier sur
la ville plus écoféministe et comment on peut améliorer les rues pour que ça soit plus écoféministe et plus inclusif. Donc à la fois pour les plus sécurité, plus en sécurité pour les femmes, plus accessible pour les personnes en fauteuil roulant, plus sécuritaire pour les enfants de bas âge, mais aussi pour les animaux et la faune et la flore. En fait, on pense tout le temps humain. En fait, la faune et la flore, elle a aussi son mot à dire et son droit en fait de vivre. Et du coup, donc c'est vraiment l'écoféminisme, c'est vraiment se rendre compte de toutes les formes de domination, d'oppression qu'il existe dans le système et comment on peut les changer, comment on peut changer les choses, quoi. Donc on essaye de tout ça. Mais on est plus dans le mode on crée et on agit plutôt que d'être dans la lutte et de dire il y a tous les problèmes comme ça, c'est de dire bah ok, bah il y a déjà ces solutions et on met en lumière ces solutions et donc on fait intervenir plein d'assauts, de collectifs, d'entrepreneurs qui ont déjà ces solutions en place pour les mettre en lumière et porter ces messages, quoi. Ouais, c'est très positif de regarder, bah, du coup, ce qui existe déjà, parce qu'on peut changer les choses à notre échelle, et c'est bien que chacun enfin, on plante des grains. Est-ce que vous faites vous plantez des graines aussi, des graines d'éveil en disant que, bah, voilà, c'est possible. Ça change, comment on peut appeler ça? Changer les scénarios des possibles pour montrer qu'il est possible d'écrire, les choses autrement. Le monde de demain peut être différent, comparé aux représentations qu'on peut avoir, qui peuvent toujours être un peu, catastrophiques, alors qu'il peut avoir d'autres chemins et je pense que la construction de nos imaginaires là-dessus, c'est quelque chose, bah, d'essentiel pour avancer vers un monde plus juste et plus égalitaire. C'est ça. Et puis ça peut nous permettre aussi d'agir en fait, parce que si on se dit bah de toute façon on est perdu, ça sert plus à rien de rien faire, bah, en fait ça nous donnera pas envie de bouger et on va se dire bah perdu pour perdu, bah je fais plus d'efforts. Alors que si on se dit bah si, mais il y a toutes ces choses possibles à faire, ces choses positives et faciles en fait, parce que c'est pas très difficile non plus certaines choses, bah en fait c'est possible de mettre en place des choses pour faire le monde qu'on veut voir demain, quoi. Clairement, ça, ce serait clairement l'occasion de faire un autre épisode de podcast, sur l'écoféminisme parce que c'est aussi un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, là, bah, du coup, je voulais, revenir, bah, pour clôturer un peu, la discussion avec, ton mot de la fin et peut-être avant juste le mot de la fin, une petite question qui m'est venue en tête sur, la pilule et bah, le cycle menstruel. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu prends la pilule? Peut-être que je me dis, ça peut être intéressant de savoir ce genre de choses. Alors, je suis pas expert sur ça et je préfère pas forcément prendre la parole sur ce sujet. C'est juste que la pilule, bah, ça reste des hormones de synthèse et que c'est pas forcément ultra sain pour le corps. Après, parfois on n'a pas le choix. Parfois c'est aussi une solution de facilité. Parfois, en fait, c'est choisir entre la peste et le choléra. En fait, c'est soit bah on prend pas de pilule, mais du coup on prend le risque de tomber enceinte, ou on prend le risque ou alors sinon, bah par exemple avec l'endométriose et tout ça, des fois la pilule c'est la solution de facilité, on va dire. Enfin, en tout cas pour soulager les symptômes, parce que ça va éviter aux oestrogènes d'être présents et tout ça. Enfin, bref. Mais du coup, des fois, il y a d'autres solutions possibles et des fois, on met sous pilule alors qu'il y a d'autres solutions possibles que juste sous pilule ou en tout cas sous un plan contraceptif ou autre moyen de contraception. Voilà. Mais du coup, ça ne reste pas très naturel et c'est pas forcément très simple pour le corps quand on voit les effets. Là, par exemple, il y avait, quand on est sous pilule, il y a plus de risques d'effet de cancer du sein. Mais en même temps, ça peut protéger les cancers de l'endomètre et de l'ovaire. Enfin, en fait, c'est choisir quel choix on veut prendre, quel est notre mode de vie, quel est le truc idéal pour nous, en fait, et c'est pas culpabiliser. Si on prend sa pilule, bah, c'est ok, en fait, si c'est la chose idéale et qui est plus facile pour nous, bah, c'est ok, en fait, et du coup, voilà. Donc, il n'y a pas de moyen de contraception idéal et il n'y a pas de chose idéale ou parfait, quoi. Parce que même la symptothermie qui serait potentiellement idéale, en fait, c'est relou un peu à faire, quoi. Enfin, et à suivre tous les jours et tout ça, les prises de mesures. Et donc, en fait, il n'y a vraiment pas de moyen de contraception idéal pour l'instant, en tout cas. Peut-être que si je cherchais plus, peut-être qu'il y aurait des choses plus idéales et moins néfastes avec moins d'effets secondaires. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Sauf si, bah, du coup, messieurs veulent faire, parce que eux, justement, il y a des anneaux contraceptifs qui n'ont pas d'effets secondaires et qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais pour l'instant, cette société patriarcale ne nous permet pas ça. En tout cas, pas assez éduquée sur ce sujet. Mais du coup, voilà. J'ai pas forcément je préfère pas, voilà. C'est juste savoir que c'est pas forcément très naturel. Et voilà. C'est très clair, merci de m'avoir répondu. OK, du coup, comment tu conclurais, bah, tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent? Je pense que c'est accepter bah, la singularité de chaque personne, en fait, aussi bien du coup dans l'écoféminisme que dans les règles et les cycles menstruels. En fait, c'est accepter la singularité de chacun et qu'on est tous différents, mais ça fait pas pour autant de nous
des personnes inférieures ou moins bien et tout ça que cette société hétéronormative masculine. Mais du coup là, il s'est accepté aussi que du coup le cycle menstruel, ça a vraiment un gros impact sur notre vie au quotidien en fait. Enfin, plus j'étudie et plus on voit à tel point il y a des influences incroyables sur notre quotidien et sur notre alimentation, sur notre sexualité, sur notre vie sociale, vie politique, enfin tout est politique de toute façon, mais toute notre vie économique, toute notre vie environnementale, écologique, en fait tout peut être lié au cycle menstruel. Enfin, c'est vraiment tout interconnecté et c'est vraiment prendre conscience que c'est important en fait de s'en emparer, en tout cas dans le monde du travail, parce que les règles, elles s'arrêtent pas quand on rentre dans l'entreprise et on peut continuer à avoir nos règles quand on rentre dans l'entreprise avec tous les effets positifs ou négatifs qu'il y a autour. Mais en tout cas, faut arrêter de dire oui, bah, le monde du travail ne contient, enfin, c'est pas séparé en fait. On est des humains et on rentre dans ce monde et faut en prendre compte en fait parce que la moitié de l'humanité en fait a ses règles pendant 38 ans de sa vie en fait, et notamment justement dans les phases principales de notre carrière, donc de nos 20 ans à nos 50 ans, c'est quand même nos phases principales de nos carrières et il faudrait prendre en compte en fait le sujet quoi. Mais tout le sujet, hein, les règles douloureuses, la ménopause, la grossesse, les fausses couches, l'IVG, compagnie quoi. Ouais, c'est une très, très belle conclusion de pouvoir prendre cette pluralité d'expériences auxquelles, nous faisons face. C'est vrai que je valide cette conclusion, elle est très jolie, heu, teintée d'espoir. J'espère que les choses avanceront, au mieux, par la suite au fil des années et du coup, avant de se quitter pour de bon pour cet épisode, je voulais terminer avec quelques dernières questions, notamment, qui sont tes rôles modèles, sur le sujet du bien-être menstruel? Je dirais, il y a Gal Baldassari, qui est du coup une des, on va dire, papesses du cycle menstruel en France, qui a écrit un livre sur le sujet, je crois depuis 2012, elle travaille là-dessus. Mais du coup, il y a Gal Baldassari qui est très connue sur le sujet. Il y a Miranda Gray qui travaille aussi beaucoup sur ça, même si ses livres peuvent être assez discutables sur certaines choses, mais voilà. Et après, il y a Marty Hazelton, j'ai adoré son livre, et elle parle justement sur l'intelligence hormonale, et parce que du coup, elle a consacré sa vie entière sur justement tout ce qui est intelligence hormonale et le cycle et l'effet du cycle sur les personnes menstruées et tout ça. Et du coup, elle a écrit un super livre sur le sujet, c'est La puissance cachée de nos hormones, ou un truc comme ça, mais je t'enverrai la référence si jamais pour remettre le lien, enfin le titre du livre. Et après, il y a plein d'autres livres aussi. Il y a Marion Pézac aussi qui a écrit Reconnexion à nos cycles féminins, qui en fait, puisqu'il y a déjà plein de livres sur le sujet comme Kif ton cycle de Gaël Baldassari et tout ça, en fait, elle reprend plein d'exemples de ces livres, mais elle va creuser encore plus en profondeur sur le pourquoi du comment et tout ça. Et moi qui adore comprendre tout en profondeur, bah, du coup, ça nourrit. Mais après, c'est peut-être pas forcément le livre le plus accessible pour les personnes qui débutent. Donc, les personnes qui débutent, c'est vraiment Kif ton cycle de Gaël Baldassari, quoi. Ou mon e-book, mais si jamais Gaël Baldassari est très complet, quoi. OK, très, très bien. J'irai me renseigner auprès, de ces personnes qui ont l'air de faire des choses hyper intéressantes et du coup, dans les ressources, tu as déjà commencé à en dire. Il y a ton e-book, il y a Reconnexion à nos cycles féminins, Kiffe ton cycle, Lune rouge. Est-ce que tu aurais d'autres ressources à rajouter à cette petite liste? Alors d'autres ressources, après c'est pas forcément sur le cycle menstruel, mais ça peut être sur l'écoféminisme. Il peut y avoir Résisteur de Aurore Chapon et Jeanne Burgard-Goutal, qui est un livre qui en fait explique vraiment l'écoféminisme dans son entièreté. Donc au début, il faut être bien accroché quand même, parce que ça brasse un peu, mais après il est quand même hyper intéressant et on comprend en fait tous les systèmes d'oppression et tout ça, tout le fonctionnement du système et à tel point l'écoféminisme est important. Donc je pense que c'est vraiment, en plus c'est un roman graphique, donc c'est plus facile à lire qu'un livre classique. Et après il y a Des paillettes sur le compost de Myriam Baafou aussi, qui est très bien sur l'écoféminisme. Mais ça va être ces deux livres voilà, qui sont déjà très bien. Enfin, après il y a plein de livres sur l'écoféminisme, mais ce serait un vaste sujet et ça serait plutôt un autre podcast sur le sujet, mais en tout cas voilà. Trop bien, merci de tes recommandations. De toute façon, je mettrai tous les noms, dans la description de l'épisode pour que les personnes, qui nous écoutent puissent aller se renseigner. Et avant-dernière question, que signifie du coup le terme féminisme pour toi?
Pour moi, le féminisme, c'est plutôt égalité et équité entre les hommes et les femmes, ou peu importe le genre, en fait. Et il y a une phrase de Simone Veil que j'aime beaucoup qui dit, en fait, je l'écris tout le temps, c'est ma revendication en tant que femme, sinon personne menstruée, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Et en fait, c'est accepter en fait la que chacun est différent et qu'on n'a pas à s'adapter au modèle masculin parce que la société dit que la norme c'est le modèle masculin, mais en fait pas du tout. Et donc c'est accepter la cyclicité et la singularité de chacun. En fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais en fait c'est accepter la singularité de chacun pour tous. Et du coup, le féminisme, c'est lutter contre toutes ces formes d'oppression et de domination et accepter que du coup on est différentes sans forcément dire que nous sommes inférieures, sans forcément dire tout ça, quoi. C'est accepter et collaborer main dans la main, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment, enfin, nous, c'était très important avec, par exemple, Déborah pour le festival, que on soit vraiment aussi, que les hommes soient nos alliés aussi, et que du coup, ils soient aussi à nos côtés pour ces luttes. Et c'est important, en fait, que tout le monde se prenne part au sujet, comme pour les hommes dans le bien-être menstruel au travail et tout ça, ou avec les règles, en fait, tout le monde est concerné. Et c'est vraiment important qu'il y ait aussi des hommes qui s'emparent de ces sujets à nos côtés pour changer tout ça, quoi. Mais je sais pas si c'est très clair niveau féminisme, mais j'ai pas vraiment de définition du féminisme, mais à peu près ça, quoi. Non, mais ta citation de Simone Veil est très parlante et je te rejoins. Enfin, du coup, en fait, ça fait une sorte de boucle parce qu'en fait, la citation de Simone Veil, parce qu'en fait, Simone Veil, c'est parce que elle a travaillé main dans la main avec des hommes qu'on a pu avoir le droit à l'avortement et du coup, en fait, je partage totalement ta vision. Il faut que les hommes, ils s'en prennent aussi, je sais pas comment on dit ça, ils prennent les sujets en main au même titre que les femmes pour que la société elle avance vers un monde meilleur et plus égalitaire. Et du coup, je rejoins tellement ta définition du féminisme. Et parce que l'égalité et l'équité, c'est un sujet tellement important. Et sinon, pour vraiment la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Il y a plein de personnes. On peut avoir Déborah Glore, justement, l'autre cofondatrice du festival, qui est aussi la présidente d'une association féminine, le Cocon Solidaire. Il peut y avoir Marie-Charlotte Garin, la députée écoféministe, qui est passionnante et qui a travaillé notamment sur le projet de loi sur la santé menstruelle et gynécologique au travail. Il pourrait y avoir Claire Succo aussi, de Meuf, aussi, qui est très intéressante et inspirante. Mais il y a tellement de femmes inspirantes, en fait, que ça serait un vaste sujet, quoi. Mais du coup, voilà. Super, merci beaucoup encore pour ce témoignage. C'est passé très vite l'heure. Enfin, de toute façon, comme avec toutes mes invitées, je trouve que les sujets sont passionnants. On pourra en parler pendant des heures. Même moi, j'aimerais bien continuer chacun de mes épisodes, mais bon, 1 heure, c'est déjà bien. Et de toute façon, voilà, il y a matière à s'éduquer et je trouve ça beau. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. Et merci à ceux qui écoutent et qui ont la patience d'écouter tout le podcast. Complètement. Bon, du coup, je dis au revoir à toutes les personnes qui nous écoutent et ciao, ciao tout le monde, hein. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!